Alors, pour la chronique IA cette semaine, Patrice. Alors, nous allons parler de Mistral. Ça te dit quelque chose, Patrice? Non. Mistral est un compétiteur direct de OpenAI qui est l'équivalent français. Donc, Mistral, qui a été capitalisé à coups de milliards, c'est vraiment un des, avec Claude, un des fournisseurs d'intelligence artificielle les plus en vue. Ils viennent de sortir en grande pompe cette semaine leur nouveau modèle de langage qui s'appelle Pixtral 12B pour 12 milliards de paramètres, et ce qui est complètement ouf et qui vient à côté OpenAI, c'est que leur nouveau modèle de langage prend en considération les images. Donc, il est capable de reconnaître, compter des objets dans une image, analyser des objets, comprendre l'image, ces choses-là. Et on peut le télécharger, Patrice. C'est open source. Ah oui, tu peux le rouler sur Tant que ton tu respectes ordinateur. la licence à page 2.0, tu peux l'utiliser. OK. Contrairement à OpenAI, qui est plus tellement open. Oui. Fait que ça, c'était la première nouvelle. Deuxième nouvelle, on avait Narcomed qui nous posait... je dis Narcomed, mais c'était peut-être pas Narcomed qui a posé la question. Qui disait, qu'est-ce qu'on fait comme intelligence artificielle au Québec au niveau de la médecine? Et je suis allé voir dans le Collège du médecin, ils ont une page dédiée à l'intelligence artificielle. Et il y a des choses qu'ils font déjà, comme j'avais mentionné la semaine passée, c'est-à-dire toute l'analyse, la deuxième niveau d'analyse des radiographies ou des analyses de scan, ces choses-là. Donc, ils vont le rentrer dans une intelligence artificielle. Non, c'est pas moi, je dis des niaiseries. Moi qui poser des questions. Ouais. Puis, ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, ils sont en train de d'implanter pour gérer la gestion des patients, c'est-à-dire les priorités, là, comme quand tu arrives à l'urgence, qui qu'on pense en premier, en deuxième, en troisième, gestion des rendez-vous. Donc, l'intelligence artificielle va être hyper présente à ce niveau-là. Puis, dans un troisième ordre d'idée, ils vont s'en servir pour gérer les connecteurs intelligents, les objets connectés, comme quand tu fais un suivi cardiaque à la maison avec des machines, ces choses-là. Ben, ils vont implanter le système intelligent. Donc, le Québec n'est pas à la traîne. On est un peu en retard par rapport aux États-Unis, mais on n'est pas à la traîne. Puis, le Collège du médecin a édicté des principes, des grandes lignes de qu'est-ce qu'on ne veut pas franchir, puis à quel endroit on ne veut pas aller, entre autres la protection de la vie privée, qu'on ne veut pas, entre autres, que l'intelligence artificielle devienne trop centrale puis qu'elle prenne des décisions à la place des médecins. On ne veut pas aller là. Puis, évidemment, dans un ultime avenir, éventuellement, il va y avoir d'autres implantations, mais c'est les premiers débuts qu'on entrevoit. Fait que si vous voulez en savoir plus, vous tapez Collège du médecin intelligence artificielle, vous allez tomber sur la page dans laquelle on vous décrit tout ça. Cool. Ça ne leur tente pas de mettre en place une solution de partage de documents médicaux. Ça s'en vient Narcomed. Ils sont en train de le faire avec le portail Clic Santé. Ça va être Moi, j'ai déjà accès depuis un certain nombre d'années, là. Puis j'ai toutes mes prescriptions, mes radiographies, tout ça dans le portail. C'est juste que c'est long à être déployé, puis ils veulent pas... ils se sont fait ramasser avec la SAQ Clic, là. Ouais, puis c'est pas juste la SAQ. Avant ça, il y a un gros projet qui avait démarré il y a à peu près une dizaine d'années, qui a vu en partie le jour. Donc, le Carnet de Santé Québec qui appelle. Ouais, c'est ça. Puis bon, finalement, je pense que la nouvelle mouture risque de mieux fonctionner que l'ancienne approche de ce côté-là. Mais effectivement, c'est beaucoup d'argent. Mais si vous saviez le nombre de systèmes qu'ils ont, là, c'est vrai dans toutes les grosses entreprises. Des fois, on ne pense pas à ça, là, mais il y a des dizaines et des dizaines. Juste dans une banque, là, j'ai travaillé sur un projet, on avait au-dessus de 150 systèmes informatiques pour avoir de l'information sur des clients. Là. C'était énorme. Là. Oui, c'est ça. Il y en avait là, des petits, des moyens, des gros. Tu prends un nouveau client, tu t'achètes un nouveau client, là, que, je sais pas moi, tel client qui a 200-300 clients avec lui. Puis là, il t'apprend que, nous autres, on n'a pas ce système-là. Fait que pour pouvoir gérer, vous allez devoir que là, t'es pris pour... Fait que t'es toujours en train de rajouter une couche qui fait qu'à la fin... Oui, c'est ça. Fait que c'est pas des projets qui sont faciles. Du côté de IA, de mon côté, j'ai vu une bonne émission sur le canal Bloomberg. Et on va regarder ensemble un extrait où le président de YouTube explique comment l'intelligence artificielle affecte ou affectera YouTube présentement et dans le futur. Donc, on va regarder ça et on va pouvoir en parler après. C'est vraiment bon.
it's not just screen time that has captured the public's attention. The frenzy around AI and ChatGPT has put a spotlight on big tech firms scouring the internet for data to build the most advanced generative AI models. Google made one of the earliest breakthroughs way back in 2012 after it trained an artificial brain to spot pictures of cats using millions of YouTube videos. Microsoft-backed OpenAI recently unveiled Sora, its text-to-video generator, which uses written prompts to make high-def videos. OpenAI has yet to confirm just how it trained its own AI systems, but reports have alleged YouTube videos were used to train its models, violating the company's terms of use. OpenAI didn't respond to a request for comment on the allegations. What was your reaction when you saw OpenAI's Sora demo? The technology, what's really amazing about this, and our teams talk about this in our product reviews on a regular basis, is that there are new developments that are happening like almost on a weekly, monthly sort of basis. And when I think about, again, just from a YouTube perspective, the way that you should expect AI to manifest itself in the product is through creator tools. And as a creator, honestly, whether they're powered by AI or not is sort of besides the point. They should allow you to do things that otherwise you could only imagine in the past, or something that might have taken you 9 weeks to do, maybe you can do in like 9 minutes or 9 seconds. OpenAI's CTO, Mira Murati, was asked what data was used to train Sora, and she didn't give a clear answer. What data was used to train Sora? We used publicly available data and licensed data. So Décision videos on politique, YouTube? réponse politique. I'm actually not sure about that. Do you believe that YouTube was used to train Sora? Well, I don't know. I think first you would have to, I guess they were asked, but you'd have to ask them. I have seen reports that it may or may not have been used. I have no information myself, and so I'd encourage you to ask them directly. If it was being used, would that be against your policy? It would be. We have a clear terms of service that when again, from a creator's perspective, when a creator uploads their hard work to our platform, they have certain expectations. One of those expectations is that the terms of service is going to be abided by. And our terms of service does allow for YouTube content, some YouTube content like the title of a video or the channel name or the creator's name to be scraped, because that's how you enable the open web for that content to show up and maybe show up in other search engines or what have you and be available that way. But it does not allow for things like transcripts or video bits to be downloaded. And that is a clear violation of our TOS. And so those are the rules of the road in terms of content on our platform. And how does it work internally? Like, is Google using YouTube to train Gemini? Google uses YouTube content really in accordance, again, back with those terms of service or individual contracts that we might have with creators or uploaders to our platform. Lots of creators have different sort of licensing contracts in terms of their content on our platform. Lots of rights holders do. And so some portion of that YouTube corpus might be, are maybe being used for those models, but it's going to be in concert with whatever the terms of service or the contract that that creator has signed before uploading their content to YouTube. When I first saw Sora, I was definitely taken aback. Like, misinformation is already rampant. Are we staring down the barrel of a future where we won't know what's real and what's fake? Like, is this the end of truth as we know it? It's certainly a very, very deep question. It's a question that I do get from stakeholders periodically. I would say that we have to have two key aspects of our approach here. First is this technology is here. We can't hide from this technology. And I am just, all of my experience in terms of these types of big paradigm shifts, whether it was, the birth of the internet or, the shift from desktop to mobile, is that it's going to lead to many, many amazing opportunities. Having said that, this is also technology that if it's in the hands of bad actors will reduce the cost of producing, in your example, deep fakes or misinformation
to zero or very close to zero. So we have to be cognizant of that. AI is going to play a really big role in actually detecting that type of content, but also all the amazing trained professionals we have all over the world that are reviewing this content. So all of those things have to come in together, especially with, elections coming up, all over the world. It's a record election year. More than half the world is voting. How is Google going to ensure fair information and free elections, especially in the age of AI? This is our top priority. I think it's going to come back to a few things here. First, we have a new policy in place that is requiring labeling of this sort of content. We won't just stop there. We have, when people are looking for election-related information on our platform, we raise up content that comes from channels that have a history of authority. And again, authority not determined by me, but by third-party raters all over the world that evaluate content from these channels. We have an intelligence desk that is looking for coordinated deceptive practices, state actor deceptive practices that might be using some of this technology. YouTube is an open platform where a lot of that electoral process plays out, but also one where we're doing our best to make sure that this type of technology doesn't allow for misinformation to get distributed. I hear that you're the kind of leader that, you keep cool in a crisis. Like, what does it take to do that? Especially at a company like YouTube where, there's a lot going on the platform every day. My wife jokes that my nickname is Even Keel Neil, and that's just kind of how I've always been. So, and I just, I think from my standpoint, it's about keeping perspective, the bigger picture in mind. And so being grounded in a set of core principles about what truly is important for the business, what's right for our users, allows me to stay calm and actually help the teams make those types of decisions. So where does Even Keel Neil want YouTube to be in 5 years? I want to be a place where we are the best place to create, to share, to watch a video that you can think of, regardless of where you are in the world or what device you're on. That's my vision. That's the vision for YouTube. Thank you. Thank you. I really appreciate it. Don't forget to like and subscribe. Moi, je pense qu'on va assister à des poursuites croisées dans pas long. Oui, puis quand je regarde là, les informations à laquelle les Microsoft, Apple et compagnie veulent investir dans OpenAI, c'est pas clair encore que s'ils ont violé ou non les droits de YouTube. Il pourrait y avoir beaucoup d'argent en jeu. J'imagine que Google, en arrière de ça, doit commencer à tirer des ficelles pour dire, regardez, là, c'est clair que vous avez utilisé ce contenu-là et la réponse de la dirigeante là, qu'on a vue tantôt n'était pas convaincante. Là. C'est comme, je ne sais pas. Je suis pas sûr. Là, je suis pas... Quand tu n'es pas sûr, là, c'est que c'est pour juste que tu nous mens ou que tu le sais? C'est que tu le sais, mais tu ne veux pas dire que tu le sais, puis tu ne veux pas mentir parce que tu ne veux pas non plus... Mais tu sais, je t'en ai parlé tantôt. Hein? Les États-Unis ont développé une technique dans les années 40-50, le complexe militaro-industriel. Oui. C'est-à-dire, pour dédouaner le gouvernement de certains dossiers, ils ont engagé des compagnies qu'ils ont militarisées, donc les Boeing, les Skunk Works, les McDonald's, ainsi de suite. Ils les ont militarisés en leur donnant des contrats militaires, en les faisant travailler pour la DARPA, tout ça. Ce qui fait que si cette compagnie-là commet un impair, fait une connerie, whatever... Ils sont pas... ils ont la chance. Puis comme c'est une compagnie qui est privée, le public n'a pas accès à ce qui se passe là parce que c'est pas du domaine gouvernemental. Non, c'est sûr. La même logique s'applique aux compagnies comme Apple, Google, tout ça, parce qu'ils achètent des kits d'entraînement de compagnies tierces. Ben oui. Qui, eux, vendent des données. Fait que là, si demain matin, il y a un scandale, ben là, on savait pas que Data Broker International avait des données frauduleuses. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, tu sais, peut-être qu'OpenAI a utilisé YouTube, mais via, c'est ça, une autre compagnie qui, elle, n'a pas respecté les termes et conditions. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas évident comment ça va évoluer. Puis c'est clair que... Il y a du gros cash, puis il y a le potentiel de perdre beaucoup d'argent. Ben oui. Puis on s'entend-tu que Google veut pousser ses solutions, donc eux vont tout faire pour s'assurer
que YouTube leur appartient, là, que les termes sont respectés, parce qu'autrement, eux vont se faire pointer du doigt s'ils utilisent les informations de YouTube. Puis là, les autres peuvent, puis ils ne se feront pas pointer du doigt. Hey, c'est clair. Ouais, veux-tu te dire le big picture que je vois, là? 1, on a une course aux puces. Oui. 2, on a une course à l'énergie. Oui. Parce que ça consomme. exponentiel. Quand Hydro-Québec dit qu'il a peur, Ben oui. il y a une raison d'avoir peur. Ben oui. OK? Et il y a une espèce de promesse de wow qui sera peut-être pas au rendez-vous en cause des coûts que ça engendre d'investir, de mettre en place ça. C'est ça. Et j'ai l'impression que cette bulle-là, moi je te le dis, c'est la prochaine grosse bulle après 2008, là, Oui. elle va éclater parce que des gens vont avoir investi 3, 4, 5, 10 milliards dans une patente, puis que finalement, le retour sur investissement, il n'est pas tant là parce que ça coûte X milliards à implanter pour pouvoir avoir un retour, puis que le retour est peut-être pas si évident, et que peut-être, je dis bien peut-être, c'est ce qui va nous sauver de la perte de contrôle de l'IA, c'est-à-dire que ça va venir mettre un frein naturel sur le développement de malades qui est en train de se produire en disant, OK, c'est une belle technologie, mais ça coûte cher, ça va retourner dans les écoles, puis ça va se calmer un peu. Ouais, Je sais pas si tu me suis un peu dans ma Moi, je te logique, suis. là. Sauf que moi, je pense que ceux qui détiennent la capacité de générer l'énergie, les Google, les Apple de ce monde qui ont ces technologies-là pour leur propre centre de serveurs, vont peut-être avoir un avantage de, tu sais, parce qu'un, ils ont la capacité de produire leur énergie Ouais. et ils ont la capacité de processer l'information, là. Donc, moi, j'ai l'impression que ces compagnies-là risquent d'avoir un avantage au-delà du fait que T'as raison. ils vont peut-être être aussi en position d'acheter des compagnies pour ainsi les consolider dans leur centre de données. Donc, ça sera à voir, mais c'est sûr que, Ouais. tu sais, comme dans toute industrie, là, que ce soit l'IA ou d'autres, tu as tout le temps la phase où tu as une prolifération d'entreprises. Puis à un moment Tout le donné, monde traite, tout le monde en veut, tout le monde c'est en ça. achète, tout le monde se lance là-dedans, là, on est là. puis à un moment donné, ben, il y a de la consolidation. Il y en a qui vont acheter d'autres, il y en a qui vont fermer. Puis on va aller vers un stade un peu plus mature, mais ça va peut-être prendre encore peut-être 10 ou 15 ans avant que ça arrive. Donc, Narcomed, vu que c'est mon domaine, moi, c'est l'IA, avec la sécurité informatique que je crains, ça va être l'enfer, je crois. c'est vrai. C'est C'est vrai. difficile à dire, mais ça semble s'enligner pour un... il va y avoir... Tu sais, dans toute phase de... Moi, puis je l'ai dit il y a 3 ans, quand on commençait à faire nos émissions, je comparais de l'intelligence artificielle à la bombe atomique. C'est à peu près de même ampleur en termes de danger. Ouais. Puis, étrangement, ce qui nous a sauvés de l'annihilation nucléaire, c'est précisément les dangers que représente... Tu sais, le fait que tout le monde se soit armé sur la planète puis que tout le monde peut annuler l'autre en dedans de 2 secondes, ça a calmé les égards de tout le monde. Ça a fait comme on va se calmer. Je pense que l'IA va provoquer ça à un moment donné. Puis qu'on va arriver à un moment où on va se casser la gueule sur une coupe de pans puis on va se replacer. Je suis pas mal d'accord avec J'ai toi. confiance. Pas mal d'accord.